Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Les premières bornes jaunes font leur apparition sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. La Casque va mettre fin au sac orange pour passer progressivement à l'apport volontaire des emballages. Les 3 premières communes concernées sont Azembourg, Olvin et le Val-de-Guéblange. Flash Metal, implanté à Grosse-Biederstroff, est spécialisée dans la sous-traitance en tôlerie fine et industrielle. Cette PME rayonne au niveau national et européen. Elle investit chaque année 5% de son chiffre d'affaires, soit 500 000 € dans des équipements de pointe. Bientôt un espace ouvert au bord de l'eau à Sarinsmain. L'espace de 400 m² sous abri devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Des manifestations pourront y être organisées et un terrain de pétanque va être construit à côté de cette structure couverte. Kling Kling Boom, c'est le nom de la nouvelle expo au musée de la Grande Place à Saint-Louis-les Beach. L'artiste vidéaste Andrés Baron ouvre un cycle de 3 expositions qui vont être réalisées jusqu'en 2023 en partenariat avec Vent-des-Forêts, basé en Meuse. L'un des plus grands scénaristes de bande dessinée est à l'honneur à Mandrun. Le château de Malbrouck consacre sa nouvelle exposition à René Goscinny. Les coulisses de la réalisation des albums d'Astérix, du Petit Nicolas ou encore de Lucky Luke sont à découvrir jusqu'au 13 novembre. Et on fera aussi un tour sur le web dans la chronique de Marie-Morgane. Tu t'es intéressée à quel thème cette fois-ci ? Bien écoute, j'avais un petit creux, alors je suis allée chercher des recettes sur les réseaux sociaux et je vais vous en partager quelques-unes tout à l'heure. Ah ouais, je sens que tu vas nous donner faim dans quelques minutes. Dans cette émission, on parlera aussi de sport. C'est bon pour la santé, mais ça peut aussi engendrer des blessures. Focus aujourd'hui sur la prévention. L'entraînement est un facteur essentiel pour ne pas se blesser, mais vous verrez que ce n'est pas le seul. Côté actu, on commence par un avis de disparition. La famille de Joseph Golatka est inquiète. L'homme de 69 ans, habitant de Folchwiller, n'a plus donné signe de vie depuis vendredi 15 avril dans l'après-midi. La brigade de gendarmerie de la commune a organisé plusieurs battues citoyennes dans le secteur de Lixin-les-Saint-Avold, Valmont, Altvillers, mais en vain. Sa famille continue de se mobiliser. Joseph Golatka souffre de la maladie d'Alzheimer. Il mesure 1,70 m pour 65 kg. Il se déplace lentement. Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, un pull rayé vert et noir et un gilet noir. Si vous avez la moindre information, contactez directement le 17. Les premières bornes d'apport volontaire font leur apparition. Habitants de l'agglomération de Sarreguemines, vous utilisez sans doute vos derniers sacs orange actuellement. La collecte en porte-à-porte des emballages prendra progressivement fin cette année. Des bornes jaunes sont en cours d'installation sur l'ensemble du territoire de la Casque. Marie-Morgane Pires a pu filmer les toutes premières. On connaissait déjà les bornes bleues pour le papier et les cartons installées il y a 4 ans. Et depuis le 15 avril, ce sont des bornes jaunes qui font leur apparition juste à côté. Dans toutes les communes de l'agglomération de Sarreguemines, les habitants devront jeter leurs déchets habituellement déposés dans les sacs oranges dans ces bornes d'apport volontaire. 3 premières communes sont concernées, Azembourg, Olvin et le Val-de-Guéblange. Un changement d'habitude pour les habitants. C'est pour l'écologie, hein, c'est pas mal. Hein. Sauf que pour se déplacer, pour les vieilles personnes, c'est pas pratique. Hein. Moi, j'ai déjà vidé là en bas. Sauf qu'en regardant dedans, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui mettaient des sacs complets au lieu de les vider et du carton. Et pourtant, il y a le ben à carton à côté. Les déchets sont à déposer en vrac dans les bornes. Une mise en place qui fait suite à l'extension des consignes de tri du SIDEM depuis le 1er mars. L'ensemble des emballages, flacons ou barquettes en plastique sont à mettre désormais au même endroit. En attendant l'arrivée des bornes jaunes dans les autres communes de la Casque, les déchets sont toujours à déposer dans votre sac orange habituel. Focus économique à présent sur une entreprise du groupe Comet. Flash Metal est spécialisée dans la sous-traitance en tôlerie fine et industrielle. Implantée à Grosse-Biederstroff, elle transforme des tôles en acier, en inox ou en aluminium pour répondre aux demandes de clients de tout secteur d'activité. Présentation de cette entreprise dans ce reportage de Jean Milon et Jean-François Ambroise. Du bureau d'études à l'expédition, en passant par le pliage, le soudage, l'assemblage, la peinture ou encore le contrôle qualité, bienvenue au paradis du métal. Tous les matériaux que vous voyez ici se retrouvent ensuite partout autour de vous, comme par exemple cette borne électrique.
Concrètement, nous avons ici plusieurs activités qui représentent le groupe. On a les activités de façade métallique pour lesquelles on a de nombreuses réalisations de référence, en particulier la Cour européenne de justice à Luxembourg. Pour voir ce que cela donne, retour dans les bureaux. Alors vous avez une représentation en 3D, donc une modélisation qu'on a effectuée du PSEM, donc c'est un bâtiment qui est réalisé en béton préfabriqué. Et vous pouvez voir donc sur cette vue-là la partie en aluminium qui est conçue, qui est modélisée et qui est fabriquée par la société Flash Metal. 6000 m² de panneaux sortiront d'ici pour ce projet. Autre réalisation, cette potence qui se retrouvera bientôt sous la Seine à Paris pour les Jeux Olympiques. Typiquement le genre de pièces qu'on va réaliser qui permettent en fait de supporter des câbles haute tension. Donc on voit très bien en fait la déformation de la potence au moment où on applique une charge dessus. Aujourd'hui, la société investit 5% de son chiffre d'affaires chaque année, soit 500 000 €. Un investissement qui lui permet d'avoir des équipements de pointe. On a profité de cette période de Covid pour justement investir dans les hommes, dans les ressources et dans les moyens nous permettant aujourd'hui d'être ISO 9001 mais aussi ISO 3834, une des normes de référence en Europe pour la soudure. Grâce à son implantation à Henry et donc à Sarreguemines, Comet profite de la proximité des grands axes routiers. Aujourd'hui, la PME rayonne au niveau national et européen. Il pourrait être le cadeau de fin d'année des habitants de Sarinsmin. Évoqué depuis une quinzaine d'années, l'espace ouvert au bord de l'eau pourrait être construit et terminé en 2022. Il permettrait d'accueillir sous abri plusieurs manifestations dans un espace de 400 m². Guillaume Dumontagne nous en dit plus. J'aimerais bien qu'en fin d'année, on puisse en profiter. Ce serait alors la fin d'une longue attente. Ce projet était déjà dans les cartons du temps de l'ancien maire Pierre Schaub. Concrètement, à proximité immédiate de la Sarre, la municipalité veut construire un espace ouvert et couvert de 400 m² pour accueillir des manifestations de type marché aux puces, marché paysan ou fête du 14 juillet. À chaque extrémité de cet espace, on trouvera un bloc de 6 mètres sur 12, comprenant d'un côté les sanitaires et de l'autre un local bar pour les festivités. Au milieu se trouvera une plateforme en béton lisse. Qui dit proximité de la Sarre dit risque d'inondation, mais cet espace, qui devrait s'appeler les bords de Sarre, est étudié pour ne pas être endommagé par l'eau. Les anciennes structures qui ont 65 ou 66 ans ont toujours bien résisté aux inondations. En général, elles ont les pieds dans l'eau sur à peu près 10 cm. Donc, et la nouvelle structure sera également en béton. Les anciens l'avaient déjà fait en béton. Donc il n'y aura pas de problème particulier. Toutes les normes seront respectées et pour le nettoyage, on a prévu des surfaces très simples, nettoyage au Karcher, enfin des choses très très simples. La municipalité a fait appel à l'architecte Patrice Angasser pour réaliser ces travaux. Juste à côté de l'espace Les Bords de Sarre sera créée une nouvelle structure de jeu. Le terrain de pétanque, il va se trouver derrière l'espace. Et je pense que les travaux vont démarrer dans les 3-4 semaines à venir. Okay. Donc ça a été décidé il y a peu de temps, mais ça va se faire. La mairie souhaite que le chantier de l'espace Les Bords de Sarre débute dans les 3 mois qui viennent. Le coût des travaux s'élève à 370 000 € environ, subventionné à hauteur de 67% grâce à des aides de l'État, du département et de la région. Autre chantier mais de moins grande ampleur, ça ne vous a sans doute pas échappé, en zone piétonne de Sarreguemines, de gros trous sont apparus rue Sainte-Croix. Il s'agit de travaux démarrés depuis le 19 avril pour l'installation de bornes escamotables souhaitées par la municipalité. Un dispositif prévu pour empêcher le passage des voitures en dehors des véhicules de livraison et des riverains. Cela doit sécuriser les piétons. Les travaux devraient durer environ 2 semaines. Un message maintenant pour les passionnés de sport et de nature. Ne ratez pas le rendez-vous de ce dimanche 24 avril. Reporté à 2 reprises en raison du Covid, le Weldy Trail aura finalement bien lieu. Organisé par l'Assa Athlé, ce trail regroupe plusieurs parcours à travers les forêts de Sarreguemines, Étain ou encore Neufgrange. Plus d'explications dans cette interview.
Alors bon, c'est un trail, hein, donc il partira du gymnase de Neufgrange. C'est une course ouverte, hein, donc c'est une course populaire, accompagnée d'une marche, hein, donc 2 distances pour la marche, 5 et 11 km, pour le trail 11 et 24 km. Il y a des coureurs que je qualifierais d'élite, mais il y a aussi des coureurs de tous les jours, du dimanche, et donc c'est une course tout public. Alors vous pouvez vous inscrire avant la course sur Sport Chrono, vous tapez Sport Chrono Val Trail sur le moteur de recherche, mais vous pourrez aussi vous inscrire le matin de la course en arrivant évidemment un peu tôt. Hein, donc je rappelle le départ de la première course à partir de 9h30 pour le 24 km, 10h30 pour le 11 km. Les marches c'est de 9h à 11h. Alors écoutez, aujourd'hui on a à peu près 240 inscrits à l'heure où je parle, et on espère passer la barre des 300, ce qui serait pour nous déjà un beau succès pour cette première, puisque voilà, on est dans un contexte quand même de reprise des compétitions, et ce serait un vrai succès. Voilà. Alors pensez à réserver votre dimanche et à vous inscrire. Et puis forte de 350 membres, l'ASSA a créé une section trail dont l'équipe mixte est qualifiée pour les championnats de France de trail long qui se dérouleront fin mai à Salaire. Kling Kling Boom, c'est le nom de la nouvelle exposition au musée de la Grande Place à Saint-Louis-les-Bitches. L'artiste colombien Andrés Barón s'est immergé pendant presque un mois sur le site de la cristallerie. Suite à cette expérience, il a créé une série de petits films artistiques. L'exposition est ouverte au public dès aujourd'hui et jusqu'au 29 septembre. Reportage de Thibaut Desmerlet. La vidéo aux côtés du cristal. Quelques heures avant le vernissage, l'artiste vidéaste Andrés Barón effectue une petite visite de son exposition Kling Kling Boom. Il s'est immergé pendant 3 semaines au sein du site de la cristallerie et a eu accès aux archives, à des objets et lieux uniques. Les films qu'il a réalisés sont des œuvres tirées de ses observations. Sa fiction, fragmentée en plusieurs petits poèmes, parle de rêves et de cristal. J'écrivais au fur et à mesure que je connaissais, ou qu'il y avait des objets qui évoquaient certaines idées, comme une vase ronde de cristal. Pour moi, ça évoquait plutôt l'idée d'un aquarium, ou un morceau de lustre, ça évoquait pour moi l'idée d'un microphone, ou les fours, un four jeune. J'ai mis des poissons là-dedans, ou l'effet des poissons, donc il a quelque chose de très onirique là-dedans. Cette exposition au dernier étage du musée de la Grande Place est la première d'un nouveau cycle. Le Centre d'art Vendée-Forêt en Meuse est le nouveau commissaire en charge d'organiser cette série d'expositions. L'idée est aussi de faire dialoguer les objets du musée avec les œuvres exposées. Quand on fait une exposition, quand on invite un artiste, on pense toujours au public, hein, aux correspondances. C'est un contexte très 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 fort. Et l'idée, c'est quand même, l'art est fait pour emporter ailleurs, hein, pour ouvrir des fenêtres. C'est la 13e exposition et le 4e partenariat depuis que les artistes contemporains sont mis à l'honneur ici au musée. Les ambitions se rencontrent. La première, c'est soutenir la création en soutenant les artistes et en soutenant notamment la production de nouvelles œuvres. Et ensuite, une fois que les artistes arrivent ici, généralement la magie opère et le savoir-faire est mis à l'honneur également. Cette boucle visuelle est visible pour le public dès aujourd'hui. L'exposition durera jusqu'au 19 septembre 2022. Astérix, le petit Nicolas, Lucky Luke, ces noms ont marqué l'histoire de la bande dessinée. Et derrière ces personnages, René Goscinny, disparu il y a 45 ans, le scénariste est à l'honneur dans une exposition au château de Malbrouck à Mandrun. Reportage d'Emma Facchetti. C'est l'un des plus grands scénaristes de la bande dessinée, René Goscinny. Pour comprendre comment il a révolutionné le monde de la BD à partir des années 50, le château de Malbrouck lui consacre une exposition. René Goscinny, scénariste, quel métier ? Dans cette salle du château, l'exposition dévoile ses talents d'écriture avec un réel sens du gag et des mots. C'est la fabrique de la langue goscinnienne. Il y a une partie de l'exposition qu'on consacre spécifiquement à cet aspect de son œuvre, c'est-à-dire comment, à travers des figures de style, des formules un peu récurrentes, il crée une langue en fait qui est immédiatement reconnaissable. Outre bien sûr les expressions là aussi que tout le monde connaît qui sont passées dans le langage courant, comme ils sont fous ces Romains, le ciel va nous tomber sur la tête, ou je veux être calife, évidemment la place du calife. Au total, plus de 150 documents sont exposés
Des planches d'Astérix, des notes du petit Nicolas, des scénarios originaux de Lucky Luke et Disno Good et même des œuvres inédites venues des archives de l'Institut René Goscinny. Une exposition riche, un honneur pour la fille du scénariste. C'est plus qu'une fierté, c'est une double fierté. D'abord parce que quand on honore mon père, je suis toujours immensément heureuse et puis fière bien sûr. Et l'angle de cette exposition concerne surtout son métier de scénariste et surtout le combat qu'il a mené toute sa vie durant, sa courte vie, à la reconnaissance du métier de scénariste. Il faut quand même savoir qu'avant lui, le nom du scénariste n'apparaissait pas sur les albums. Il s'est battu pour ça. Avec cette exposition, en partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, le château de Malbrouck confirme sa volonté de promouvoir le 9e art et de devenir un haut lieu de la vie culturelle. Je crois que cette exposition aura ce rôle pédagogique. On l'a vu sur l'exposition Astérix, c'est plus de 70 000 visiteurs qui sont venus, dont 21 000 étrangers venant du Luxembourg, d'Allemagne, de Belgique, voire au-delà. Donc ça donne également une dimension d'attractivité, c'est un concours à faire connaître la Moselle, ce château de Malbrouck, et cela promeut le tourisme mosellan. L'exposition René Goscinny, scénariste quel métier, est à découvrir dans le cadre exceptionnel du château de Malbrouck jusqu'au 13 novembre. On passe maintenant à l'art de la gastronomie dans la chronique de Marie Morgan. Notre émission, elle est multi-rediffusée, mais la première en direct, c'est à midi, l'heure du déjeuner. Et du coup, tu nous as concocté une chronique de circonstances. Exactement, puisqu'on va parler de cuisine. Alors, Julia, dis-moi, est-ce que tu t'es déjà retrouvée devant tes fourneaux le soir en complète panne d'inspiration à ne pas savoir quoi cuisiner? Bien sûr, mais je pense que je ne suis pas la seule. Oui, je pense que ça nous est déjà arrivé à tous. Et puis, dans ce cas, ça part sur des pâtes bolo ou un coup de fil à la pizzeria du coin. Alors, bien sûr, il y a des sites qui existent depuis très longtemps pour nous donner des idées, comme par exemple Marmiton. Mais vous le savez, je suis toujours là pour vanter les mérites des réseaux sociaux. Et encore une fois, ils ne me déçoivent pas. Alors, avant de me lancer dans un énième plat de pâtes, je dégaine mon smartphone et direction Instagram. Il y a aujourd'hui des milliers de comptes culinaires. Alors, certains sont très spécialisés. Je vais prendre l'exemple des plats vegan. Vous avez entre autres le compte Vegan Bowls. Alors regardez-moi ces belles couleurs, ça donne envie. Et ensuite, si vous cliquez sur chaque photo, eh bien, vous avez la recette complète qui l'accompagne. Autre compte pour ceux qui recherchent des plats vegan, Fit Green Mind. Maya y présente ici des plats qu'on connaît tous, des hot dogs, des lasagnes, des cheesecakes, mais uniquement réalisés avec des ingrédients qui ne sont pas d'origine animale. Autre cas de figure très concret, si on a envie par exemple de manger sainement, ou en tout cas un peu plus sainement, mais qu'on ne sait pas trop vers quelle alternative se diriger, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors là encore, direction Instagram pour avoir plein d'idées. Alors je vais vous dévoiler l'un de mes comptes préférés, c'est celui de Charlie Fit Cook. Alors rien qu'en se baladant sur son profil, ça met l'eau à la bouche. Les recettes sont gourmandes tout en étant équilibrées et très simples à réaliser. Alors ne me dis pas, Julia, que tu n'as pas envie de prendre un petit bout de ce marbré fondant ou de goûter ces petites madeleines salées, courgettes chèvres. Franchement, c'est parfait pour un petit apéro là. C'est clair que ça donne envie. Alors on quitte un petit peu Instagram maintenant. Si vous préférez voir les recettes en vidéo pour suivre chaque étape, direction YouTube. Vous pouvez suivre la chaîne d'Amandine Léger par exemple. En plus de vous proposer une dizaine de recettes, elle vous propose aussi plusieurs vidéos de conseils ou sur des explications sur certains aliments. Donc c'est très intéressant si vous entamez un rééquilibrage alimentaire par exemple. Et direction maintenant TikTok, on trouve aussi plein de comptes culinaires. Il y a par exemple Diego Alari, alors qu'on connaît pour avoir participé notamment à l'émission Top Chef. Ici, il partage chaque jour des recettes super accessibles et rapides à réaliser, donc parfait pour ceux qui n'aiment pas trop cuisiner. Et plus localement, est-ce que sur notre territoire, par exemple, dans l'arrondissement de Sarreguemines, est-ce qu'on a des passionnés de cuisine qui partagent leurs recettes ? Bien sûr, et là, direction Facebook. Alors vous le connaissez peut-être, il y a un groupe qui s'appelle Les Recettes du Beacherland. Il a été créé en mars 2013 par Corinne Faber, habitante de Montbronn. Alors je lui ai demandé, j'ai discuté un petit peu avec elle pour savoir comment lui est venue cette idée. Et elle m'a expliqué, je la cite,
Un matin, ne sachant pas trop quoi faire, j'ai essayé de publier une recette venant de ma maman qui était toujours occupée à préparer les bons plats pour sa famille. Et l'idée, pourquoi pas, de créer cette page qui est devenue pour moi comme un devoir de préserver les recettes de nos mères et nos grands-mères en essayant d'y apporter une touche de modernité. Et en plus, cette page Facebook, il me semble qu'elle a rencontré pas mal de succès. Hein. Oui, alors au départ, l'idée, c'était vraiment de créer un groupe pour la famille ou à partager entre collègues. Et aujourd'hui, c'est un groupe connu au niveau national et même international, puisqu'on y trouve des membres du Canada, des États-Unis ou par exemple d'Allemagne. Alors ce sont parfois des personnes qui sont originaires de la région et qui retrouvent ici les saveurs de leur enfance. Et pour Corinne, c'est devenu un petit peu une vraie famille, mais qui compte quand même plus de 78 000 membres. Oui, quand même. Et sur cette page Facebook, est-ce qu'on y trouve finalement que des recettes? Eh bien non, pas seulement. Il y a aussi beaucoup d'internautes qui demandent des conseils pour la réalisation des plats, pour la conservation des aliments par exemple. Les membres sont très réactifs. On compte environ 900 publications par mois. Alors si vous êtes à la recherche de nouvelles recettes, que ce soit salées ou sucrées, c'est le bon endroit. Et si vous avez vous-même des idées de recettes ou de conseils que vous voulez partager, eh bien n'hésitez pas. Merci Marie-Morgane. Alors évidemment, ça nous a donné faim, mais on va quand même continuer cette émission. Et dans un instant, on va parler de sport, mais on regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, si vous n'avez pas encore relancé la saison des barbecues, il est temps de s'y mettre et avant ce week-end parce que le retour des nuages et de la pluie est annoncé. Mais d'ailleurs, connaissez-vous l'origine du mot barbecue ? La première version, qui est plutôt une croyance populaire, raconte que le mot viendrait de l'expression barbaqueux. Des explorateurs français auraient raconté avoir mangé une chèvre cuite entière, embrochée, de la barbe à la queue. Eh oui, désolé petite chèvre. Mais les linguistes s'accordent pour dire que l'origine remonte plutôt au mot barbacoa, qui désignait une technique de cuisson sur grill depuis 1661 en Haïti. Les Anglais ont ensuite adopté ce mot à leur prononciation, BBQ, qui donnera le nom français barbecue. Et peu importe comment vous l'appelez, demain sera une bonne journée pour en faire un. Quelques petits nuages vont décorer le ciel, mais n'enlèveront pas cette sensation de beau temps. En prime, le vent va se calmer et on pourra profiter pleinement des températures. Les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 18 à 19 degrés. Demain, nous fêtons les Alexandres et il fera jour de 6h30 à 20h37. Passez tous encore une très bonne journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Noël Perna est Mado la niçoise. Après son spectacle Super Mado, elle a décidé de quitter le showbiz et vous promet que du certifié Mado. Un spectacle qui rassemble un tas de questions, mais surtout des réponses à des questions que vous ne vous poserez jamais. Retrouvez-la toujours aussi pétillante sur la scène du W de Woustviller le samedi 30 avril à 20h30. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Pratiquer un sport ou une activité physique, c'est fortement recommandé car c'est bénéfique pour le corps et pour la santé. Mais peu importe la discipline, cela peut être dangereux, surtout quand votre corps n'est pas assez préparé ou que vous forcez. Focus aujourd'hui sur la lutte et l'athlétisme, deux sports complètement différents, mais qui demandent les mêmes choses, du temps et de la préparation pour éviter de se blesser. Attention à ça, Yannick! En plein match de lutte, une mauvaise prise, puis une douleur qui se déclenche dans le bras du sportif. Sur place, et c'est la procédure, un médecin vient à sa rencontre pour évaluer la situation.
Le lutteur peut-il reprendre ou au contraire s'arrêter là? Plus de peur que de mal cette fois-ci, mais la compétition n'est pas terminée et d'autres joueurs passent quand même par la case soins. Donc on a désinfecté et puis on lui a mis un pansement pour que ça s'arrête de saigner, pour qu'il puisse continuer à combattre pour la suite. C'est ce que nous on appelle couramment la bobologie. Comme à chaque fois, la prise en charge est assurée par une équipe de la protection civile. Ces femmes et ces hommes sont les premiers maillons de la chaîne de secours. Je pense que ça rassure les lutteurs, du fait qu'on soit là. Ils savent qu'il y a toujours du monde pour les soigner, pour s'occuper d'eux. Du fait qu'on est là, on regarde aussi bien les lutteurs, on fait un tour, on regarde le public s'il n'y a pas de malaise dans le public. Coups dans le nez, luxation d'épaule ou genoux déplacés, des situations très différentes et aléatoires auxquelles il faut être préparé. Mais les bénévoles n'ont pas obligatoirement du pain sur la planche. Un match peut se dérouler sans encombre. Mais pas ce soir-là. Les bras des sportifs sont particulièrement touchés. Si visuellement ce sport semble dangereux, n'importe quelle discipline peut l'être en réalité. L'une des solutions pour éviter la blessure, c'est la préparation. Et cela se travaille notamment pendant les entraînements, comme ici au stade Pierre de Coubertin où nous rejoignons un groupe de sauteurs. Le saut en hauteur, on ne fait pas que sauter, donc il y a plein de choses qui se font avant, en préparation, et donc tout est sujet à blessure si on est mal préparé. Alors la plus grave pour un sauteur, ce serait la rupture du tendon d'Achille. Heureusement assez rare, la tendinite étant le mal le plus courant. L'échauffement est donc un passage obligatoire. Hop, voilà, impulsion, on réagit vite au niveau du sol. Donc là, ça reproduit un geste spécifique de la hauteur, c'est l'impulsion. On essaie de travailler rapidement la prise d'appui au sol. On va commencer à échauffer le travail les pieds, donc le mollet, ça va gainer aussi, ça va faire travailler le quadriceps. L'objectif pendant la séance, monter en puissance au fur et à mesure dans les exercices proposés. Par s'échauffer en courant, ensuite il s'étire et après on appelle ça des gammes, c'est-à-dire des exercices différents qui vont aller de plus en plus vers le geste technique. Puisque le geste technique il est spécifique, donc on apprend aussi à ne pas se blesser en faisant les gestes spécifiques. Il y a aussi toutes ces petites choses qui vont faire la différence. S'hydrater régulièrement sans soif, avoir un bon sommeil, manger correctement ou encore ne pas trop en demander à son corps. L'équipement aussi a un rôle à jouer dans la prévention des blessures. Limiter les risques et préparer ses élèves aux bons gestes est devenu essentiel pour Anne. Elle-même ancienne athlète, elle porte la casquette de coach, mais surtout de kinésithérapeute. Une sorte de continuité, car la blessure fait malheureusement partie du jeu. Alors là, c'est un accident sur une patinoire avec une grosse entorse de genou, dont on attend les éléments un petit peu plus précis. Ça peut être quelque chose d'assez fréquent. Les footballeurs aussi ont souvent des problèmes de ligaments croisés ou de grosses entorses de genou. La cheville ne gonfle pas, en soirée non plus. Selon les cas, la rééducation sera longue, surtout si le patient subit une opération. Le travail se fera sur le long terme, tant dans les soins que dans le conseil. En fait, tu présentes le pied comme si tu allais marcher, et au moment de marcher, tu décharges. On pose des fois des questions sur la manière dont a été mené le sport, l'échauffement, le contenu de la séance, etc. Et évidemment, notre rôle, c'est aussi de les accompagner à la reprise, pas juste de les lâcher une fois qu'ils ont été soignés. Il faut donner des conseils sur la reprise du sport, voire se mettre en relation avec des fois les entraîneurs, comme va être le cas pour cette jeune fille qui va bientôt pouvoir reprendre l'entraînement. Car l'objectif n'est pas de réveiller les anciens traumas ni d'en avoir de nouveaux. Anne voit passer tout type de blessures toute l'année, comme ici, une fracture de l'humérus. Donc là, on travaille la stabilité de l'épaule. On peut avoir tout bon dans son hygiène de vie et ses entraînements, le risque zéro n'existe pas.
Dans les sports collectifs par exemple, les autres peuvent aussi être la cause d'accidents. Ensuite, il y a certaines blessures qui pourraient certainement être évitées dans le cadre de mauvais entraînements ou de mauvais choix, par exemple de raquettes en tennis, de chaussures en course. Des fois, c'est la faute à pas de chance, donc c'est après compliqué aussi pour le sportif d'accepter le fait de ne pas avoir eu de bol. Mais bon, on est là pour les accompagner au mieux et plutôt voir la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. Bien sûr, certains sportifs n'auront jamais à passer par la case accident, même si selon l'Institut de veille sanitaire, 1 Français sur 10 est concerné dans le sport amateur. D'après la dernière étude de 2015 sur l'accidentologie liée à la pratique sportive, 910 000 accidents sont comptabilisés en France chaque année et touchent plus les hommes que les femmes et les moins de 35 ans. Donc faites du sport, mais pas n'importe comment. Prenez soin de vous. À demain pour une nouvelle émission sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.